Une des plus grosses erreurs que je vois les entraîneurs faire, c'est de penser que c'est à eux d'entraîner. Salut, je m'appelle Nathan Delacoste, je suis formateur en préparation mentale pour les coachs, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourriez entraîner vos athlètes sans même les entraîner vous-même. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler d'un paramètre de l'entraînement qui revient souvent chez les entraîneurs, c'est celui de la motivation, parce que parfois vous avez du mal à motiver vos athlètes, que ce soit dans les sports individuels ou dans les sports collectifs, parfois on a même tout un groupe qu'on sent qu'on a du mal à motiver, et d'ailleurs on peut se demander, tiens mais c'est quoi la motivation dans ce contexte-là, et parfois la motivation c'est perçu comme, quand elle est pas là, tu sais, un manque de volonté, un manque de discipline, les joueurs, ils ont pas fait les étirements qu'on leur a demandé de faire après la séance, quand ils viennent à l'entraînement en préparation physique par exemple, ils vont pas mettre vraiment le poids qu'ils pourraient mettre sur les barres ou l'intensité qu'ils pourraient mettre. Dans les échanges, dans le jeu, dans tous les exercices qui sont pas du jeu, je veux dire, quand on les prépare, quand ils font leur gamme, etc., ça peut manquer d'implication. Et souvent, quand on est entraîneur, on aimerait que les joueurs soient plus disciplinés, plus motivés. Alors moi, je me suis intéressé à cette question-là et j'ai suivi une conférence d'un soldat qui a fait les forces spéciales, un français, Julien, si tu m'écoutes, salut. Et j'ai vraiment beaucoup appris pendant cette conférence sur la discipline, la volonté, comment eux ils mettent ça au service de la mission qu'ils ont à accomplir. Et en même temps, bien sûr j'ai compris que la discipline ça s'entraîne, que c'est comme en fait une jauge d'essence que tout le monde a, et qui peut avoir plus ou moins de capacité, un peu comme sur une voiture ou un camion, l'essence qui est là a plus ou moins de capacité, et puis les tâches qu'il y a à faire aussi, elles, vont demander plus ou moins d'essence. Et donc soit on peut s'entraîner à faire grossir la capacité de cette jauge d'essence, mais il faudra attendre qu'elle recharge à chaque fois qu'elle se vide, soit on peut se demander, tiens mais comment on peut faire pour que l'être humain il soit naturellement motivé, plus facilement motivé. Et personnellement, des fois je travaille dur, mais des fois j'ai tendance à me considérer un feignant, et je vous propose aujourd'hui d'observer que ça pourrait être quoi, être feignant de la motivation. Ça pourrait être quoi, créer l'environnement qui fait que je suis facilement motivé à obtenir les bons comportements. Imaginez, vous êtes un médecin et vous voulez aider quelqu'un à adopter des comportements de santé. Récemment, j'ai participé à la création d'une formation audio pour une étude scientifique qui va aider des personnes en situation plus difficile à adopter des comportements de santé. Quand le chocolat est dans le placard, que la glace est dans le congélateur, c'est beaucoup plus difficile, et même pour les entraîneurs, d'être chez soi et de pas manger ce chocolat ou de pas manger cette glace, que si après tout, on l'avait laissé au magasin, que si on ne l'avait pas pris. Parce que l'effort que ça va demander de refuser le chocolat est beaucoup plus grand. Alors que dans l'autre cas, s'il fallait à chaque fois qu'on a envie de chocolat aller en chercher au magasin, d'un coup ça deviendrait un effort tellement important de sortir de chez soi, d'aller au magasin pour ça, que probablement on mangerait du chocolat moins souvent. Et puis vous savez, la discipline souvent, c'est pas quelque chose qu'on fait pour soi. Combien de fois en tant qu'athlète, vous avez fait des choses pour l'entraîneur ou parce que le groupe vous le demandait, le staff vous le demandait, et ça venait pas vraiment de l'intérieur. D'ailleurs à l'armée, ceux qui y sont, ils doivent faire leur lit tous les matins. J'ai d'ailleurs mon ancienne assistante qui est partie à l'armée là-bas en formation pour aller faire hôtesse de l'air dans l'armée de l'air, et ils lui ont demandé à chaque fois qu'elle se déplace dans la caserne de le faire en courant. Moi je vous assure que quand elle rentre chez elle, elle refait pas son lit top 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 top, et puis elle court pas non plus entre toutes les pièces de chez elle. Cette discipline qu'ils lui ont demandé et qui est imposée par l'armée, en fait elle est culturelle et elle est imposée par l'extérieur. Et je crois que, surtout si vous entraînez des jeunes, mais peu importe le niveau, je crois qu'un vrai prérequis de comment on peut favoriser les conditions de la performance, c'est comment on crée un environnement qui favorise la motivation, qui facilite la motivation. Est-ce que pour que vos gars ils soient motivés, vous allez faire comme on m'a dit quand je suis arrivé comme préparateur physique à la Fédération Française de Ski, je voulais mettre de la musique, et on m'a dit non, pas de musique, parce que le ski c'est un sport difficile, ça demande de la discipline, les séances elles sont chiantes, donc on va faire ça relou, on va pas mettre de musique. Et moi j'étais en mode, ce qui m'intéresse c'est que les mecs ils poussent le plus fort possible quand ils sont à la salle et qu'ils se donnent à fond, donc si je peux faciliter ça avec de la musique pour eux, ça peut avoir cet intérêt là. Et puis qu'est-ce qui nous en empêche après tout? Et du coup si je reviens sur cette idée de comment on peut favoriser l'environnement pour que ça soit plus motivant, quand tu cherches à ce que tes athlètes ils soient plus disciplinés, à ce qu'ils aient plus de volonté, en fait c'est parce que tu cherches à ce qu'ils aient un certain comportement, n'est-ce pas? Et ce comportement là, par exemple faire plus de gamme, mieux faire l'exercice que tu leur demandes, faire des étirements s'il faut, quoi que ce soit, ce comportement-là, tu pourrais l'obtenir autrement qu'en leur demandant de la discipline. Notamment parce que l'être humain,
c'est cet animal social. Et tu pourrais utiliser par exemple d'autres personnes. Je te donne un exemple. Si tu veux que ton basketteur, il s'entraîne à faire des tirs, eh bien les basketteurs, ils ont vite compris que pour que ça soit plus sympa, il suffit avec tes athlètes de leur faire ce qu'on appelle un tour du monde au basket. Tu les mets à un endroit du terrain, tu fixes 5 positions par exemple, tu dis ok c'est ça les positions de tir, et vous pouvez passer à la prochaine position de tir que quand vous avez marqué à la première. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Si tu les mets en compétition les uns avec les autres, ça met un peu de challenge, et ça va les engager à faire ça avec plus d'intensité, plus de rapidité pour récupérer le ballon au rebond, etc., que s'ils le faisaient tout seuls dans leur coin. Parce qu'ils sont sociaux, et qu'ils aiment la compétition probablement avec les autres s'ils sont dans ton groupe de compétiteurs, et qu'en faisant ça, tu favorises le fait qu'ils passent à l'action de manière intense, et j'ai envie de dire, en s'amusant, par rapport à si tu les mettais tous dans un coin du terrain et qu'ils faisaient leur truc tout seuls de leur côté. Bien sûr, parfois tu le feras pour d'autres raisons, par exemple pour qu'ils bossent sur leur imagerie mentale, etc. Mais si ce que tu veux c'est favoriser le fait d'avoir des comportements à l'entraînement, alors ça peut être une excellente méthode. Une autre façon de le faire, c'est d'avoir un espèce de partenaire de co-responsabilité. Je sais pas comment tu peux utiliser ça dans ta discipline, mais imagine ce que tu veux pour toi en tant qu'entraîneur, parce que là on parle de s'occuper des autres, mais c'est aussi bien de s'occuper de soi, n'est-ce pas? Et on devrait en tant que coach s'occuper de soi, parce que parfois on s'occupe de tout le monde, sauf de soi. Tu pourrais dire, tiens, je vais aller courir. C'est important pour moi, pour ma santé, que j'aille courir. Et si tu prévois de faire ça tout seul, eh ben c'est possible que chaque fois que t'en as pas envie, en fait tu restes chez toi. Mais, imagine, il y a un ami à toi, à qui tu donnes rendez-vous à 18h pour aller courir. Et par exemple à 18h tous les mardis. Bah ça se fait pas quand même de poser un lapin aux autres. Tu pourrais avoir peur de comment cet ami te rejette si tu viens pas à 18h. Et ça, cette peur du regard de l'autre à ce moment-là, peut favoriser le fait que tu passes à l'action et que t'ailles t'entraîner quand franchement, ça avait l'air plus confortable de rester à la maison devant une bonne série et sur le canapé. Et du coup ici on peut utiliser la peur du regard des autres, que d'habitude d'ailleurs on considère comme quelque chose de négatif, en quelque chose d'utile. Cette pression sociale d'une certaine manière, elle peut être limitante comme la pression que mettent les parents sur leurs jeunes et qui font qu'ils ont peur de les décevoir en compétition, mais cette pression, elle peut aussi être utilisée de façon positive. Si tu crées pour tes joueurs des partenaires, disons, de co-responsabilité, que ce soit dans un binôme ou même dans tout un groupe, ça donne quelque chose. Je me souviens à l'époque où je jouais au basket, tu sais, il y avait ce truc où s'il y en a un qui fait une erreur, tout le monde pouvait se retrouver à pomper. Une erreur qu'il fallait pas faire du tout, genre une erreur intolérable, hein, pas une erreur de j'ai raté mon tir. Et ben, le fait que quand toi, tu fais quelque chose de mal, ça force toute l'équipe à devoir faire la punition, alors ça t'engage à pas faire ce truc de mal. Pas faire ce truc de mal, par exemple, j'entends arriver en retard. Ça peut être un moyen du coup. Et puis, imagine, je vais noter cette idée-là et je vais terminer là-dessus. Les burpees, franchement, c'est relou les burpees. Tu te mets au sol comme ça, tu te relèves et tu sautes. Quand tu les fais tout seul, imagine que tu veux que tes athlètes ils en fassent tous les jours. Faire ça tout seul, franchement, c'est relou. Mais si tu les fais faire en synchro, face à face par exemple, qu'est-ce que ça peut donner? Il y a beaucoup de challenges sur internet qui se sont développés avec des gens juste qui se sont mis à faire du sport parce que dans un groupe, il y avait des milliers de personnes dans un groupe Facebook qui faisaient le même challenge que eux. Le challenge c'était peut-être 50 squats tous les jours ou 10 burpees de plus chaque jour, et ça pendant 30 jours. C'est vraiment une force d'utiliser l'aspect social de l'être humain pour favoriser chez lui la discipline, le fait qu'il adopte les bons comportements. Et d'ailleurs, si on revient tout à l'heure sur les forces spéciales, sur Julien dont je parlais, ce qu'on peut remarquer, c'est que, certes à l'armée, peut-être qu'ils font partie des gens qui ont le plus de volonté, le plus de discipline, mais ça a l'air quand même intimement lié aux gens qui les entourent. Et si tu peux te souvenir de cette idée, quand tu entraînes, ton rôle, c'est de créer l'environnement qui va favoriser la réussite de tes joueurs, et c'est pas forcément de leur donner toi-même de la motivation. Il y a cette citation, tu sais, qui dit « Enseigner, c'est pas remplir des vases, c'est allumer un feu ». Et en partant de cette idée-là, demande-toi, tiens, comment toi tu peux créer l'environnement, créer les conditions pour qu'il y ait ce feu brûlant à l'intérieur de tes athlètes qui leur donne envie de faire les choses, plutôt que de le faire simplement, par exemple, pour toi ou parce que tu le leur as demandé, etc. Travaille sur cette idée, tu pourras obtenir des résultats vraiment dingues avec ton groupe, et je te dis à la prochaine. Ciao.